Dans la plaine du Velin, au point de rencontre de l'Ain, du Rhône et de l'Isère, Genasse. Le bourg de Genasse, Vuray, Azieux. Un village resté longtemps presque exclusivement rural et agricole. Au fil des siècles, il a été tour à tour dauphinois, savoyard, isérois et rhodanien. Au siècle dernier, il connaît des mutations et des transformations profondes. Genasse, je dirais, suit la pente de l'ensemble de l'agriculture française, qui reste quand même dominée jusqu'aux années 1950 par un système de polyculture et de petite exploitation. Un peu de blé, un peu de maïs, un peu de tout, pour pouvoir survivre à l'année. Ils vivotaient avec le peu qu'ils avaient, c'est-à-dire chèvres, cochons, volailles. Les agriculteurs qui cultivaient le blé vendaient leur farine au moulin, parce qu'il y avait un moulin à Azieux, et la farine arrivait chez le boulanger Giboulet, dont les successeurs sont toujours des Giboulet. Donc c'était un circuit direct, on va dire. Tout le monde avait ses vignes pratiquement, même celui qui n'était pas bien agriculteur, il avait sa vigne. S'il avait un bout de terrain, il avait sa vigne et il buvait son propre vin. Des fois c'était du vinaigre, mais ça faisait du vin quand même. Il y avait donc une cinquantaine de fermes qui faisaient du lait. Et on pouvait vendre notre lait déjà aux laitiers. On était la première ferme où il passait. Il fallait se lever avec ma femme à 4 h du matin, l'été, pour pouvoir traire avant que le laitier passe. Et après, ce laitier redistribuait le lait dans les petites épiceries, c'est-à-dire il posait, et puis les gens de la commune, ceux qui ne pouvaient pas aller dans les fermes, allaient chercher leur litre de lait au casino, chez le père Comte, enfin. Et après, il filait et il allait redistribuer ça carrément en ville. Beaucoup de petites fermes allaient au marché de Lyon, allaient sur Montchat et portaient 2, 3 poules, 2, 3 lapins, des légumes, des pommes de terre. À Genasse, les plus grosses fermes produisent aussi des céréales. Chaque année, un événement essentiel vient rompre la routine quotidienne et la monotonie de la vie du village. Les moissons. Alors les batteuses, c'était quelque chose de révolutionnaire et sensationnel. Les batteuses, ça servait à épurer le grain des gerbiers et avoir la paille aussi pour la ferme, pour les animaux. Surtout la paille, elle était surtout pour pailler, pour leur faire la litière. D'abord, la batteuse, c'était une chaudière à vapeur. Oui, voilà, une chaudière à vapeur. Et quand la chaudière était bien prête, que les courroies commençaient à se mettre en route, par la pression comme un train, le sifflet. Donc, le propriétaire de la batteuse accélérait le sifflet et il fallait que tout le monde soit présent. Il en fallait qu'il récolte le grain, il en fallait qu'il récolte la paille. Mais comme c'était quand même crevant, les sacs, c'était pas des sacs de 20 kilos, c'était des sacs de 100 kilos qu'ils faisaient. C'était des costauds pour pouvoir prendre le sac sur l'épaule et monter l'échelle pour aller vider dans le grenier. Les batteuses, ça durait quoi, 15 jours, 3 semaines? C'était toujours en fête. Tous les soirs, ça se terminait, le repas, chanter. Ce qui était agréable, c'est que ça chantait toujours. C'est vrai qu'on imagine toujours le monde rural comme un monde agricole, mais en fait, ce monde agricole, il est aussi très largement un monde d'artisans et d'artisans en lien avec l'activité agricole, mais au sens très large du terme, puisque voilà, il faut aussi fabriquer du pain, fabriquer des paniers, fabriquer des galoches, fabriquer des vêtements, tout ça. Et dans une économie villageoise, il y a aussi quand même cette unité économique villageoise qui reste très importante jusqu'à la première moitié du XXe siècle.
Il y avait un maréchal Ferrand à Genasse et un ou deux à Azieux. Il y avait le charron, il y avait le bourrelier, tout ça lié au matériel agricole et aux chars, puisque avant il n'y avait pas de tracteurs, les tracteurs sont arrivés bien après. Donc comme artisan, on avait encore quoi? On avait un ferblantier à Azieux. Et alors en métier, on avait un boucher, un boulanger. Mais il y avait une grande épicerie, l'épicerie Comte, qui était sur la place de Genasse. On avait les docks lyonnais, on avait le casino, on avait l'économique. Il y avait l'épicerie Guigard et l'épicerie Charmet. Alors, chez l'épicerie Charmet, ils vendaient quand même des culottes, des vêtements, des polos, des trucs. Et puis, dans les sacs en grains, on prenait, on mettait dans du papier. Et puis, il y avait toujours à côté les grosses bonbonnes. Avec les bonbons, on avait droit à un petit bonbon. Et non, il n'y avait pas tout, mais l'essentiel. Il n'y avait pas beaucoup de distractions à Genasse. Mais bon, le quotidien, quand ils avaient fait leur travail à la ferme, ils allaient au bar, surtout les hommes, ils allaient boire leur canon, comme on disait à Lyon. En 1914, on avait 27 bars pour 1200 habitants. Mais parfois, les ressources générées par le seul travail de la terre ne suffisent pas pour vivre ou pour survivre. Il faut avoir une double activité durant les périodes de morte saison, l'hiver, ou pour répondre à des besoins spécifiques. Au 19e, la commune de Genasse avait à peu près 2000 habitants et il y avait 400 métiers à tisser. Lorsque les soyeux, les propriétaires de fabriques, sont confrontés aux contestations sociales, des ouvriers, notamment la fameuse révolte des canuts, eh bien, une des formes de réaction du patronat lyonnais est de délocaliser la production. Alors ça permet aussi de maintenir une activité économique pour des populations qui possèdent très peu de terres, qui ont peu de revenus et pour qui c'est un élément essentiel de la survie économique. Ces métiers à tisser étaient installés souvent chez les agriculteurs, ce qui leur faisait un complément de revenus. Pour rentrer le métier à tisser, il avait fallu faire comme à la Croix-Rousse, adapter la pièce à la hauteur du métier à tisser. Donc comme ils ne pouvaient pas monter le plafond, ils ont creusé. En fait, ils ont décaissé le sol, si vous voulez, pour que le métier à tisser à la hauteur normale. Il y a un métier à tisser qui est resté longtemps à l'abandon dans l'ex-ferme de Gandil. Et lorsqu'il y a eu le musée de Gandil qui a été créé, ce vieux métier à tisser a été restauré et il est toujours au musée. La rue de l'Industrie à Azieux, c'était une rue où il n'y avait que des métiers et des métiers à tisser pour le velours. Il était tellement fait d'une qualité exceptionnelle que les soyeux venaient rapidement, quand les paysannes arrivaient avec leur charabia en place du pont, acheter le velours de Genasse tellement qu'il avait de la qualité. Notre belle église, elle est faite avec les briques des Tuileries. C'est pour ça qu'elle est rouge, un peu. C'est une alternance de plotais des Tuileries de Genasse et de pierre de Crémieux. Entre l'église et le cimetière de Genasse, une rue qui s'appelle la rue des Tuileries, justement, la bien nommée, parce qu'il y avait 4 fours à cuire, ces tuiles et ces briques. Le dernier four a cessé son activité en 1946. À Genasse, l'installation de la première fabrique de tuiles et de plotais remonte à 1836. Plus de 100 années de production. Alors pourquoi ici? C'est parce que nous, ici, on a une terre qui est glaise. C'est-à-dire c'est une terre qui se travaille très bien. Elle ne s'effrite pas en fait. Une fois mouillée, elle se colmate et vous en faites ce que vous en voulez.
Alors l'école, nous allions à l'école à Genasse, bien entendu, qui se situe, qui existe toujours d'ailleurs, qui se situe rue de la République. Nous y allions à pied, bien entendu, et en groupe avec tous les gonnes et filles de Vuray. Alors moi, je suis allée à l'école tout de suite, toute petite, à l'école Jeanne d'Arc. C'était la fille du boulanger qui passait devant chez moi, qui me prenait par la main puis qui m'emmenait. Alors les premiers qui arrivaient le matin à l'école, c'était d'aller dans la cave, récupérer du bois qui avait été coupé par le cantonnier Zognou, les platanes dans la cour, en petits morceaux, et d'éclairer le poêle à charbon. Il fallait enlever les cendres, secouer la cendre pour récupérer 2-3 morceaux de charbon. Et voilà, alors après, quand tout le monde venait, il faisait bon dans la classe. La troisième jusqu'au certificat d'études, il y avait la classe où il n'y avait que les filles et la classe où il n'y avait que les garçons. Et là, en CM2, on avait déjà notre certificat d'études, on arrivait à 14 ans. Alors après, à 14 ans, moi, à mon époque, ça existait très peu d'aller en 6e. Une jeune fille, quand il fallait qu'elle sache cuisiner, il fallait qu'elle sache coudre, il fallait qu'elle soit quand même un petit peu intelligente. Donc, j'ai fait 3 ans d'école ménagère chez les sœurs, chez des religieuses. Hein. Je suis allé à une maison familiale où je travaillais 15 jours à l'école et 15 jours chez nous. J'avais des devoirs à faire, mais enfin bon. Et je travaillais à la ferme avec mon père. Mais j'ai commencé à conduire le tracteur à 11 ans. Et à 11 ans, je fauchais tout seul déjà. Et le soir, quand on arrivait de l'école, il ne fallait pas faire les devoirs. Hein. On allait dans les champs ramasser pour les lapins, on allait faire ce qu'il devait faire, aller en champ des chèvres. Enfin, c'était ça notre vie. Ah, c'était pas la vie de maintenant, hein, c'est sûr. Mais on était aussi heureux. On était souvent très nombreux dans les familles. 6, c'était une petite famille. Hein. 4, c'était vraiment une petite. 6, c'était déjà moyen. Mais des familles de 9, 11 enfants, il y en avait pas mal à Genasse. Hein. Mes parents avaient un coin où il y avait la cuisine, qui était assez grande, où il y avait quand même l'évier. Mais beaucoup n'avaient pas d'évier. Il n'y avait pas le robinet, il n'y avait pas l'eau à la maison. Hein. Et sur les lits, elle faisait la vaisselle ou elle nettoyait, et ça sortait à travers le mur, et ça, la rigole, ça allait dans une rigole, dans la cour. Ça ne voulait pas dire que les gens étaient plus sols que maintenant. Il y avait des cuisines, les cuisines étaient assez grandes, parce que comme on était souvent nombreux, donc les cuisines étaient assez grandes, très rares ceux qui avaient des salles à manger, des chambres, bien naturellement. Le chauffage, il était tout simple, hein. C'était une cuisinière à bois. Chez nous, on avait une cuisinière. Et on faisait chauffer une brique pour mettre dans le lit, qu'on se chauffait avec. Puis quand il faisait bien froid, on se déshabillait, mais on remettait tout sur le lit, et après les dodons encore. Par contre, ce qui était magnifique, c'était quand il gelait à pierre fendre, qu'aux glaces, aux fenêtres, il y avait des décorations. Mais alors, des vitraux. Alors ça, on était en admiration devant ces vitraux, tellement que c'était beau. Ça, c'était... Quand je me suis marié, on l'a fait à l'église d'Ardieu, bien sûr. Et après, on est allé au restaurant Roibet, où il y avait Madame Roibet, la maman de Denise Mathieu. Parce que chez Madame Roibet, on mangeait bon. Et puis elle aimait faire plaisir. Je me suis marié à Genasse, à Azieux également, chez Denise Mathieu, puisqu'il venait de reprendre avec Jean-Marie, il venait de reprendre l'affaire du papa. Et tout simplement, parce que là, il y avait le jeu de boules, il y avait un cadre agréable, et je connaissais les lieux, quoi. Et le menu, on a eu un menu extraordinaire pour l'époque. Le plat de résistance, c'était une volaille, je crois, qui était à la crème, et un gratin dauphinois.
Et bien entendu, après de nombreux fromages, et puis la pièce montée traditionnelle. Et là, j'en garde le souvenir comme si c'était hier. Eh bien, maman était cuisinière. Et quand mon mari est arrivé, mon mari était pâtissier. Donc, il a appris la cuisine avec ma maman. Et entre la cuisine qu'il a appris avec maman et puis la pâtisserie qu'il avait appris, ils ont attiré beaucoup de clients. Donc, on a été très, très connus pendant longtemps. On avait tous les mariages de Saint-Laurent, de Saint-Bonnet qui venaient vers nous, parce que mon mari faisait des omelettes norvégiennes magnifiques. Mais du temps de ma maman, moi, quand j'étais petite, on allait à... les halles à Lyon étaient au Cordelier. Alors on prenait le bus à 7 h du matin et on revenait avec 2 ou 3 kilos de langoustes, les petits pois, les champignons, les haricots verts, tout ce qu'on pouvait trouver pour faire le dîner, les poissons aussi. Quand il y avait des commerces agricoles, quand il y avait des vogues ou des trucs, il y avait tous les alentours qui venaient. Parce que c'était renommé et les gens venaient tous à vélo, à pied ou comme vous voulez. Dans les villages de campagne, pour les enfants comme pour les adultes, le travail est la norme. Il y a aussi des moments de respiration. Les cafés, les boules, les jeux. Et une fois par an, ce que tout le monde attend avec impatience, la vogue. Chaque village a la sienne. On avait nos conscrites. On allait chaque conscrite leur porter la cocarde blanche. Et on faisait la tournée des brioches le matin. Avec l'accordéon, le tambour, la trompette sur les chars à bancs, tirés par un cheval. Et il y avait un bal sur la place de Vuray, le bal boyer, un parquet fermé. Et à l'intérieur, il y avait une buvette. Et la buvette était tenue par la Barbotte et le Babot. C'était un bistrot qu'il y avait à Vuray. Mais c'était des jours mémorables. Danser, s'amuser, boire, manger, on attendait ça avec impatience. On préparait, on mettait les guirlandes dans toutes les rues. Dans toute la rue, pardon, oui. La rue Carnot qui n'était pas goudronnée. Quand c'était les vogues, aussi bien la vogue de Vuray, la vogue de Genasse, la vogue d'Azieux, pratiquement toutes les fermes, mais même ceux qui n'avaient pas des fermes, faisaient les bugnes. Vous savez ce que c'est que les bugnes? Alors ça, c'était bon, hein. Puis c'est toujours bon, hein. Alors, mais c'était des lessiveuses qu'elles faisaient, parce que c'est ce que je vous dis, il n'y avait pas de gâteau à l'époque, hein. Donc, chaque fois qu'il y avait une vogue, ah, mais les mamans, les grands-mères faisaient les bugnes pendant facilement 3-4 jours, hein. On invitait les voisins, on invitait la tante qui venait même de 10 km, c'était comme si elle venait de 40 km aujourd'hui, même de 50. Pour la vogue, on invitait les marraines, les parrains, les filleuls. Une vogue, surtout la nôtre, à Anzieux, ça s'appelle la Saint-Rafle-Tout. Ah, la Saint-Rafle-Tout, ben oui, je vous dis, les gens faisaient des économies, et ce jour-là, ils mangeaient tout. Ils dépensaient tout ce qu'ils avaient. Il y avait des balançoires, des tirs, des autos tamponnantes, un parquet ciré où on dansait. Alors, il y avait 4 jours, samedi, dimanche, lundi, mardi. C'était quelque chose de sensationnel, la vogue d'Azieux. Ça commençait le vendredi, samedi, dimanche. Alors, samedi, dimanche, ça battait son plein. Le lundi et le mardi, l'enterrait. Ben, l'enterrement, c'était les conscrits qu'on s'occupait d'enterrer Rafle-Tout. On faisait un bonhomme qu'on faisait brûler après, à la fin, mais avant, il y avait tout on peut dire, un cinéma. Donc il y avait le curé, il y avait les enfants de chœur, et là, ils faisaient une procession dans Azieux, hein, sur quelques centaines de mètres. Alors le curé, il faisait Dominus, il parlait en latin, Dominus vobiscus, Amen, enfin voilà, et puis ils aspergeaient. Et puis quand le pantin arrivait à la fin, et ben là, il mettait le feu et il le brûlait.
Genasse, qui était un espace rural avec des espaces verts, avec un étang, avec encore quelques massifs forestiers. C'était aussi un espace de loisirs dans lequel on pouvait aller passer le week-end. Parce que les Lyonnais, ils n'avaient pas grand-chose. Hein. Ils montaient de Lyon. Il y avait un quart le matin, 8h, un qui redescendait le soir à 5h30 ou 7h le soir l'été. Donc, ils s'arrêtaient sur la place de Genasse. Et après, de la place de Genasse à Matin, ils y allaient à pied. Vers l'étang de Matin, il y avait une guinguette. Et les Lyonnais venaient le samedi ou le dimanche manger des fromages blancs, de la charcuterie. Et puis, il y avait des gens qui venaient danser, il y avait de la musique. Puis beaucoup de gens, beaucoup de Lyonnais, des Montchatois par exemple, avaient une maison de campagne à Genasse. Genasse, Vuret, Azieux. Au 19e, moins de 2000 habitants à E3. Quelques hectomètres les séparent. 3 hameaux au vécu et au destin qui pourraient sembler identiques. Et pourtant... Oh là là, non, ne confondez pas Vuret, Genasse et Azieux. Vuret, c'est Vuret. Vuret, c'est un petit village bien sympathique. Jamais Vuret n'a pu comment vous expliquer ceci, n'a pu se mêler aux histoires de Genasse et Azieux. Nord, c'est la commune, Orjus, la commune, non, ils ne sont pas là. Du tout, c'est pas pareil. Non, ils se sont bagarrés entre eux, mais enfin, on gardait quand même une amertume contre les gens d'Azieux, surtout les Gones, quand on allait à l'école. Ça se terminait toujours en bagarre, Et ça se portait chez les enfants, parce que moi, à l'école où j'étais, ma copine de colle, Carmen Gralier, elle était de Genasse, et moi, j'étais d'Azieux. Alors, des fois, on se disait, oh, toi, t'es de Genasse, oh, bah, toi, t'es d'Azieux. On était au même banc, et puis on s'amusait, quoi, disons. Parce qu'on entendait les grands qui faisaient comme ça. Il faut comprendre, là aussi, dans l'espace municipal d'une commune du 19e siècle, 3-4 kilomètres de séparation, ça signifie des déplacements, hein, la nécessité de prendre du temps pour aller d'un endroit à un autre, accomplir ses devoirs, y compris religieux. Et donc, le fait de posséder sa propre église, c'est à la fois une puissance symbolique et puis c'est une puissance matérielle. L'église de Genasse s'est terminée en 1878. Lorsque cette église a été montée, les Ajolans se sont dit c'est pas juste, nous on est à 1800 mètres de distance. Eh bien, ils ont fait construire leur église, nous on va faire construire la nôtre. L'église d'Azieux a été agrandie avec les cultivateurs d'Azieux, dont mon père, qui ont charrié le gravier, qui prenaient le gravier à la carrière de mon père, et qui transportait le gravier pour faire l'avancée de l'église qu'on appelle le perron. Donc les Ajolans se sont tous cotisés, ont fait construire leur église, Saint-Gervais, Saint-Protais, qui s'est terminée en 1879. Donc ils avaient leur école, ils avaient leur église, il leur manquait plus que la mairie. C'est monté jusqu'en Conseil d'État, il n'y aura pas 2 communes, il y aura une seule commune. Ce sont des querelles de clochers. Ça a duré presque 100 ans. Par-delà cette rivalité, un élément essentiel réunit cette communauté humaine. La langue parlée au quotidien, le patois. Mais quand on rencontre une personne à peu près qui nous sont semblables, des vrais, de Genasse, d'Azieux ou de Vuret, il n'y a rien à faire. Le premier contact, c'est « Allô, comment vas-tu? Et puis alors, qu'est-ce que tu te dis? Et puis alors? Eh bien, tant mieux. » Voilà. Donc, il y a eu les gens qui sont venus sur Genasse, qui étaient dans des familles plus industrialisées ou des gens un peu plus aisés, que c'était considéré comme des pégnots, parce qu'on parlait le patois. Ma grand-mère parlait pas beaucoup, du côté de mon papa, parlait pas beaucoup le patois. Mais mes parents à Genasse, les parents de ma maman, parlaient que patois. Alors, quand ils s'engueulaient, « Oh, mais casse-y-te donc, oh, mais casse-y-te donc, te me saoule, mais te me saoule », ça veut dire « Tais-toi donc, tu me saoules ». Et quand ils voulaient pas qu'on comprenne quelque chose, ils parlaient en patois, bien sûr. Je me rappelle une petite fille qui était venue à l'école au pensionnat.
Elle parlait que patois chez elle, elle avait 2 ou 3 ans. Et bien, quand elle est arrivée à l'école, elle ne comprenait rien. Il a fallu lui apprendre le français, elle était perdue. Chez eux, ils parlaient que patois, que patois. Et je me souviens, quand il y avait une rédaction à faire à l'école, de mes collègues, le compte-rendu était rapporté avec la moitié des mots en patois. Donc c'était la grosse rigolade. La grosse rigolade. Comme partout en France, la guerre passe sur Genasse. Réquisition de logements, restrictions alimentaires et 2 événements marquants. L'explosion du fort et encore plus traumatisant, l'épisode des fusillés, qui laissera une marque encore présente aujourd'hui dans les mémoires. Le 12 juillet 1944, 22 prisonniers sont extraits de la prison de Montluc, à Lyon. Quand les Allemands vident, entre guillemets, la prison politique de Montluc, et qu'ils vont aller se débarrasser, si je puis dire, des prisonniers politiques en faisant des exécutions dans les campagnes. J'étais sur le trottoir chez moi et j'ai vu passer cette camionnette. Des gens qui faisaient de la résistance, en fait, ont été amenés par les Allemands en traction. Il y a des tractions et un fourgon qui est arrivé à Azieux, dans un terrain d'Azieux. Et là, ils ont été alignés contre une haie et ils ont été fusillés. Voilà. C'est après, 2 heures après, quand les gens sont revenus, qu'il y a eu la fusillade, qui nous ont dit qu'il y avait un camion avec des hommes dedans, on était petites, des FFI, et ils les ont tués là-bas. Alors après, il y a eu de la circulation, il y a eu des tas de choses. Mais moi, je ne les ai pas vus, on n'avait pas le droit de sortir. Les Allemands avaient interdit aux habitants qui étaient autour de l'endroit de la fusillade d'aller voir les corps jusqu'au lendemain. Sinon, ils auraient été fusillés aussi. Les 30 Glorieuses. Aménagement des territoires, des infrastructures de communication et de circulation. Lyon devient un pôle majeur de développement, pôle autour duquel tout s'organise. La question de l'aménagement du territoire est vraiment une des grandes inventions de la 4e et de la 5e République, c'est-à-dire d'après la Seconde Guerre mondiale, et c'est porté par l'État. Donc ce sont des ministères dédiés, ministère des Transports, ministère de l'Aménagement, avec des ingénieurs qui planifient, qui réfléchissent à la meilleure façon d'adapter le territoire aux contraintes du développement économique industriel. Donc ça passe par l'aménagement des zones urbaines, par la création des villes nouvelles, par la création des autoroutes. Voilà, donc c'est vraiment impulsé par l'État, par la préfecture. On le voit très bien dans les décisions officielles. Bien sûr, voilà, on consulte les conseils généraux, on consulte les mairies, mais globalement, c'est une politique imposée d'en haut. Mais on était dans le département de l'Isère, mais plutôt dans le Nord-Isère. Et en fait, dès qu'on arrivait à Bourgoin et après Bourgoin, on était un peu les délaissés du département de l'Isère. Pour aller passer un examen, il fallait prendre le car, il fallait qu'on nous emmène à Grenoble. Tandis que là, à Lyon... Parce que quand il fallait un papier de la préfecture, il fallait quand même aller dans l'Isère et faire 100 km. Alors qu'on était aux portes de la préfecture de Lyon, quand on voulait n'importe quoi, que ce soit pour les services vétérinaires, ben, ils étaient à Lyon. Pour la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, c'était Lyon. Il y avait besoin de faire bouger les lignes, parce qu'on savait que les habitants en avaient marre de ces frontières qu'on mettait, alors que les limites administratives doivent s'adapter à la vie de la population, et c'est pas l'inverse. Avant que l'aéroport se concrétise, il a fallu donc changer. Et il fallait que l'aéroport soit dans le Rhône. L'Isère et le Rhône se chipotaient. Le Rhône voulait récupérer les communes de l'Isère, et l'Isère ne voulait pas trop les donner. Et là, le président du Conseil général, Buisson, a annoncé « La loi, c'est la loi. 23 communes du département de l'Isère nous quittent pour le département du Rhône. » Ça, je m'en souviens toujours. Vous avez des espaces de communication qui s'ouvrent, et notamment des voies de circulation.
eh bien forcément, des espaces qui étaient des espaces ruraux, des espaces agricoles, qui n'avaient pas de valeur parce qu'ils étaient trop loin des réseaux de transport, deviennent, par la création de ces infrastructures, éminemment attractifs. C'est-à-dire que les entreprises vont trouver des terrains peu chers, très bien desservis, sur lesquels ils peuvent construire des bâtiments importants. C'est une grosse entreprise artisanale. On travaille aussi bien pour des gars comme Michelin ou d'ailleurs, mais il faut un petit peu toujours appel à nous pour ce côté innovant, quoi. Je pense qu'on est réputé, on est connu un peu. Le monde est tout petit après tout, hein. Surtout dans le domaine de la chimie, quoi. Donc j'ai monté mon atelier personnel à partir de mars 1960. Et puis un jour, je me promenais rue de la République, je vois un terrain industriel à vendre pour construction. Il y avait déjà quelques usines qui étaient construites, et puis au bout, tout à l'extrémité, par un chemin, encore tout empiré, quoi, hein, des terrains de 5000 mètres et 10 000 mètres. Quand j'ai créé cette société, ce qui s'appelle Serielec, je me suis installé dans mon garage. Mais mon garage, au bout d'un moment, les gens, quand je faisais des armoires, il fallait qu'ils viennent avec des tracteurs, des grues, pour les sortir, donc c'était compliqué. Donc j'ai cherché autre chose. Donc à ce moment-là, je suis allé voir l'ancien maire et il m'a dit, il y a une avenue qui va se créer là, qui est l'avenue des Frères Montgolfier. Et à ce moment-là, je vous le dirai, vous pourrez éventuellement acheter un terrain là-bas. Oh ben, c'était des champs, hein. Mais il n'y avait rien. Hein. Je ne connaissais pas. C'est mon banquier qui nous a dit, vous avez bien choisi. Vous avez bien fait, hein, parce qu'il va y avoir une autoroute qui va passer à côté. Vous avez la gare, qui sera très proche et ça sera très utile. Ici, qu'est-ce qu'on a comme atout aujourd'hui? On a l'aéroport, la gare TGV, les voies de communication autoroutières. En gros, c'est une nouvelle confluence. Il y a la confluence du Rhône et de la Saône qui a fait longtemps le développement de l'agglomération lyonnaise. Le train et la proximité de l'aéroport et de la gare ont énormément servi. Ça nous a permis d'évoluer, c'est certain. C'est pas utile, il ne faut pas être perdu dans la campagne. Il faut toujours avoir une commodité. La commodité, on l'a. On s'échappe vite côté des Savoies. L'avion, le train, que demande le peuple? Non, c'est très pratique. À choisir, je pense que d'ailleurs la zone industrielle, si elle augmente actuellement, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce que c'est une situation énorme. On n'est pas perdu au fond d'un chemin. Hein. Dès les années 50 et jusqu'à aujourd'hui, les élus de Genasse ont saisi l'opportunité. Accueillir les entreprises, créer de l'emploi, renforcer l'attractivité. Une dynamique conciliant croissance et maîtrise foncière jusqu'à en faire la deuxième zone industrielle de France. Un moteur économique où vivre et travailler sur son territoire prend tout son sens. Nous avons un bel outil industriel sur Genasse, avec l'ancienne zone mi-plaine. Nous avons les grandes terres qui sont à l'entrée de Genasse. Et puis avec Everest Park, on a un tiers d'économie industrielle et bureautique, parce qu'on a aussi du tertiaire à Genasse. Nous avons de l'économique en agricole. Et puis l'autre tiers, en fait, c'est de l'habitat. Genasse est un pôle principal d'attraction avec plein de satellites autour, les toutes petites communes. Il se trouve que ça, c'était le moyen de rendre le département viable. En 2013, la réforme territoriale redessine le paysage administratif. Lyon veut une métropole absorbant toutes les compétences. Le Conseil général du Rhône souhaite un département réorganisé autour de grandes intercommunalités au nord et au sud. Première ville de la CCEL, la communauté de communes de l'Est lyonnais, Genasse se retrouve au cœur de l'enjeu. Dans cette discussion, négociation entre la métropole, l'ancienne Courly, le département du Rhône, le nouveau département du Rhône, Genasse était au cœur du sujet. Et donc du coup, il a fallu expliquer pourquoi Genasse et Colombier restent dans le département du Rhône et que la métropole
fasse son bonhomme de chemin, mais sans nous. La décision est prise par le maire. Avec une population attachée à son autonomie, Genasse reste maître du destin de son territoire, rendant possible la création du nouveau Rhône. Il y a le poids de la métropole de Lyon, personne ne le nie, et on en a besoin. Mais on a besoin d'équilibre. Quand les infrastructures sont venues s'installer à l'Est, le fait que l'aéroport soit dans l'Est lyonnais, le fait qu'on ait une gare TGV dans l'Est lyonnais, dans un si petit territoire, c'est quand même remarquable. Et le fait, donc l'Est lyonnais, par ses infrastructures, par l'essor démographique, industriel, économique, est devenu vraiment un territoire d'équilibre. On a une identité globale de l'Est lyonnais et en même temps, on a chaque commune qui a un peu sa spécificité. Vous avez Genasse, qui est un pôle très fort de l'Est lyonnais. C'est la ville que je qualifierais d'animation du territoire. Alors on a un territoire qui a beaucoup bougé, Savoyard, Isérois, Nord-Isérois, Rhodanien aujourd'hui. Mais j'aurais tendance à dire que notre territoire, il est avant tout genassien. Et mon travail a été de faire en sorte que Genasse soit connu et reconnu. Je crois que c'est ça le plus important. Et je pense que tous les jours qui passent me font dire qu'on est sur la bonne voie. Notre commune a tellement bougé, tellement évolué que ça fait partie des nouveautés, des moments heureux de ce qui arrive dans notre commune. Ça n'a plus rien à voir, c'est devenu une petite ville. C'était pas goudronné, là, ma rue. Hein. On y allait à pied, puis la nuit, il n'y avait pas de lumière, il y avait des gros cailloux. En face de chez moi, j'avais des vaches. Autour de nous, il n'y avait que ça. Et maintenant, nous avons des maisons, un lotissement, 2 lotissements, même en face. Aujourd'hui, il y a encore de l'agriculture, mais c'est d'abord et avant tout une région urbaine, industrielle, et d'équilibre, beaucoup plus qu'on ne pense. Ce que je voulais, c'était rester à Genasse, parce que je l'ai vu grandir, cette ville, en fait.